La dissuasion nucléaire est la clé de voûte de notre indépendance et de notre souveraineté nationale. Notre dissuasion repose sur plusieurs principes, comme ceux de la stratégie du faible au fort, de la sécurité non diminuée pour tous et de la stricte suffisance. Parmi tous ces principes, celui de la stricte suffisance est clé, car il concilie l'effort de désarmement que la France a conduit depuis des années avec le maintien de la crédibilité de notre dissuasion, sans baisser la garde de la sécurité et de la protection de nos intérêts vitaux. L'arsenal nucléaire français est donc maintenu au plus bas niveau possible, compatible avec le contexte stratégique. C'est cela, la stricte suffisance. Elle permettrait d'infliger à l'agresseur des dommages inacceptables. Mais l'appréciation de cette stricte suffisance est bien sûr liée à l'appréciation de la menace. Nous y reviendrons. En chiffres, cette stricte suffisance représente aujourd'hui 290 têtes nucléaires. Et aujourd'hui, toujours, l'Europe est sous le parapluie de 3 puissances nucléaires indépendantes. La Grande-Bretagne, avec 225 têtes, la France, et bien sûr et principalement, politiquement et techniquement, les États-Unis, dont la puissance nucléaire est d'une ampleur tout autre, avec ses 3700 têtes nucléaires, dont certaines sont déployées dans les pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la Turquie, membre de l'OTAN. Pour la France, la dissuasion repose sur 2 composantes. La composante nucléaire aérienne, armée de Rafale capable d'emporter le missile nucléaire ASPM-A rénové et bientôt son successeur, le missile AS-4G. La composante nucléaire océanique, la CNO, est forte de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, armés du missile balistique M51, dont un sous-marin est en permanence à la mer. Cette double complémentarité, missile balistique, missile de croisière, composante aérienne, composante océanique, est nécessaire, car elle garantit une combinatoire élargie des vecteurs et des armes. L'environnement stratégique récent, agression de la Russe en Ukraine et potentiel retrait américain de l'OTAN, a rebattu les cartes de la dissuasion et de façon plus large de la protection du continent européen. Toutefois, et au lieu d'indépendance nationale, le président Macron promeut davantage des concepts brumeux de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique européenne, d'européanisation de la dissuasion, et a proposé l'établissement d'un dialogue stratégique avec l'Allemagne et les pays intéressés sur la dissuasion nucléaire. Ces propositions sont certes anciennes, mais ont été remises au goût du jour par le nouvel environnement stratégique en Europe. Focalisons-nous maintenant sur quelques expressions, quelques concepts clés. Notamment, 2 termes que l'on entend souvent dès que l'on s'intéresse au sujet, l'élargissement nucléaire et le partage nucléaire. Ces 2 termes induisent-ils une simple évolution de doctrine française ou annoncent-ils, au contraire, une véritable révolution et un abandon de souveraineté? Précisons donc ces 2 termes, élargissement nucléaire, partage nucléaire. L'élargissement, tout d'abord, consiste à considérer que nos intérêts vitaux ne se limitent pas au seul sanctuaire national. Mais en fait, et depuis le début de notre dissuasion, la France n'a jamais considéré que nos intérêts vitaux se limitaient à la seule sanctuarisation du territoire national. Que ce soit le général de Gaulle, le président Giscard d'Estaing, avec son concept de dissuasion élargie proposé par son chef d'état-major, le général Méry, les présidents Chirac, avec le discours de l'île Longue en 2006, le président Hollande, avec son discours à Istres en février 2015, et le président Macron, avec son discours à l'école de guerre en 2020, tous les présidents de la Ve République ont reconnu l'évidence. La reconnaissance de nos intérêts vitaux déborde de nos frontières et ont une dimension européenne. Jamais non plus la France n'a voulu définir quels étaient nos intérêts vitaux pour maintenir une incertitude stratégique vitale dans le jeu de la dissuasion. En plus, depuis la Convention d'Ottawa de 1974, l'OTAN reconnaît implicitement que la dissuasion française et britannique contribue au renforcement global de la dissuasion de l'Alliance. Je cite l'article 6. Les pays européens, qui fournissent les 3/4 du potentiel classique de l'Alliance en Europe, et dont 2 disposent de forces nucléaires en mesure de jouer un rôle dissuasif propre, contribuant au renforcement global de la dissuasion de l'Alliance, s'engagent à apporter la contribution nécessaire au maintien de la défense commune à un niveau acceptable de dissuader et, au besoin, de repousser toute entreprise dirigée contre l'indépendance et l'intégrité territoriale des membres de l'Alliance. Indépendance nationale et potentiel élargissement de nos intérêts vitaux aux dimensions de l'Europe ne sont donc aucunement incompatibles. En revanche,
La question du partage nucléaire est tout autre, car il s'agirait là d'un véritable abandon de souveraineté. Notre force de frappe serait mise à disposition des pays européens si leurs intérêts vitaux venaient à être menacés. Ce partage n'est, semble-t-il, pas à l'ordre du jour à ce stade. Et je citerai la déclaration du ministre des Armées Lecornu, ministre des Armées à l'époque, de février dernier. La dissuasion est et restera française de la conception à la production de nos armes jusqu'à leur mise en œuvre sur décision du président de la République. Et un éventuel partage nucléaire poserait également de très nombreuses problématiques complexes et techniques, comme la définition de l'autorité de décision, les conditions de transmission et d'authentification de l'ordre de tir. Passons maintenant à un autre sujet. Quel serait le cadre pour un dialogue stratégique sur le nucléaire avec les Alliés et avec l'Allemagne? Si la garantie nucléaire américaine venait à être sujet à caution, retrait total ou significatif des forces américaines du continent européen, quel serait le cadre le plus adéquat? L'Union européenne? Tout d'abord, et clairement, tout d'abord, la défense ne fait pas partie des compétences de l'UE. Et l'article 4 du traité de l'UE est très clair à ce sujet. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. C'est clair. Et la défense n'est ni une compétence d'appui, ni une compétence partagée, et encore moins une compétence exclusive de l'Union européenne. Par ailleurs, il faut citer que 3 pays de l'Union européenne sont signataires du traité d'interdiction des armes nucléaires. L'Autriche, l'Irlande et Malte. Et ce n'est donc vraiment pas, l'UE n'est donc vraiment pas l'instance idéale. Il y a donc une impossibilité d'intégrer une dimension dissuasion nucléaire à la politique européenne de sécurité commune, la PESC. Deuxième instance possible, l'OTAN et son comité des plans nucléaires. Ce comité a pour tâche d'examiner la politique nucléaire de l'Alliance à la lumière de l'évolution de l'environnement stratégique. Mais il y aurait un véritable double paradoxe à utiliser cette structure. D'une part, et si la France a rejoint la structure de commandement intégré de l'OTAN en 2009, elle a toujours refusé d'intégrer ce comité des plans nucléaires. D'autre part, et second paradoxe, intégrer un tel comité alors que justement les États-Unis, principal contributeur de l'OTAN, venaient à s'en retirer, relèverait d'une belle incohérence. Notons enfin, ce comité de plan est une structure de dialogue ouverte à tous les membres, qu'ils soient puissance dotée ou non. Par ailleurs, la divergence des intérêts des pays membres et la règle du consensus bloqueraient absolument tout. Troisième structure, une structure ad hoc, c'est sans doute la structure la plus privilégiée avec des pays comme l'Allemagne ou la Pologne par exemple. Toutefois, il y a déjà peu de chances que la Grande-Bretagne ne rejoigne ce club. Les clés nucléaires britanniques sont américaines. Et aucun signe en ce sens depuis les déclarations du président Macron n'est venu de Londres. Donc nous voyons bien que le cadre serait un peu bricolé, mais maintenant pour quel contenu potentiel? Il y a un sujet à continuer à suivre de près, encore une fois, c'est celui de l'élargissement ou du partage nucléaire. La ligne rouge est claire, aucun partage nucléaire. Dans ce cadre, n'oublions pas non plus que l'Allemagne se dote de F-35 américains, capables, éventuellement, d'emporter une arme nucléaire, et n'a pas jugé bon de s'équiper de Rafale français. Par ailleurs, cette même Allemagne a refusé de financer la fusée Ariane 6 au motif qu'elle contribuerait ainsi indirectement à la dissuasion nucléaire française et a préféré acheter chez l'américain SpaceX. Autant d'exemples que nous serons avancés si Berlin venait à se montrer un peu trop pressant pour un partage nucléaire avec la France. Autre possibilité de contenu, le prépositionnement d'armes nucléaires chez nos alliés, à l'instar des B-61 américains. Cela risquerait d'être perçu par ces mêmes alliés comme un accélérateur des engagements américains. Et un escadron de chasse français ou quelques armes nucléaires ne pèserait pas lourd au regard de la puissance nucléaire américaine. Le nombre de nos têtes nucléaires ne permet pas la souplesse américaine en la matière. Autre sujet, la participation à un exercice français de la fosse océanique stratégique ou fosse aérienne stratégique. Un avion ravitailleur, un MRTT italien, a déjà participé à un exercice de ravitaillement en vol, d'un exercice nucléaire. Mais ce même ravitaillement, il aurait pu tout aussi bien le faire dans un exercice avec des forces conventionnelles. La confidentialité de certaines procédures cantonne de facto les alliés à un rôle marginal. Autre sujet, l'instauration de canaux permanents et de procédures entre les alliés et la France pour l'appréciation de la situation en cas de crise d'atteinte à leurs intérêts vitaux. Certes, mais une telle proposition appelle de remarques.
D'une part, le risque de redondance avec les canaux d'échange déjà existants entre alliés. Et d'autre part, pour conserver son autonomie de décision, surtout du feu nucléaire, la France doit conserver en puissance souveraine sa propre capacité d'évaluation de la situation et ne peut se risquer à déclencher le feu nucléaire sur une appréciation de situation d'un allié. L'exemple, non nucléaire certes, de la deuxième guerre d'Irak est significatif à cet égard. Un dernier sujet pourrait être mis sur la table, c'est celui d'une éventuelle révision de notre stricte suffisance. Comme je vous le disais, la stricte suffisance est liée à l'appréciation de la situation stratégique. Et la résurgence d'une possible menace majeure aux frontières orientales de l'Europe pourrait inciter à revoir à la hausse le nombre de nos armes nucléaires, actuellement un peu moins de 300, et nous pourrions le faire, nous pourrions revoir à la hausse. Les échanges avec les alliés européens pourraient donc éventuellement contribuer à cette réadaptation de la menace, mais en aucun cas un droit de regard ou une quelconque participation financière à cette montée en puissance ne saurait être toléré. Il y aurait là une forme de partage nucléaire inacceptable et toute décision en ce domaine doit rester absolument une décision souveraine de la France. Le contenu concret donc résultant d'un tel dialogue sur la dissuasion risque d'être un peu mince et tient manifestement davantage de l'affichage politique que de la véritable stratégie. C'est utiliser de façon très singulière notre atout de puissance doté à des fins très contestables et surtout secondaires pour tenter de donner du poids et du prestige à une présidence française à bout de souffle auprès de nos alliés tétanisés par un possible retrait américain. Voici donc ce qui termine cette courte vidéo sur la dissuasion nucléaire française et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos à suivre sur notre chaîne YouTube des Horaces. À bientôt.